Salut à tous, c'est le dernier grand rendez-vous pour le compte de cette semaine. Alors pour ce numéro sont invités un spécialiste de l'environnement, un spécialiste de la santé, un manager culturel et bien évidemment un mannequin. Alors avant de les recevoir pour le développement des sujets, allons voir d'abord le temps qu'il fera demain matin à Cotonou et même chez vous. Vous êtes bien sûr sur le grand rendez-vous. C'est le caractère sacré qui les protège et assure leur pérennité. Que nous apportent précisément les forêts sacrées? Amandine Aniambossou et son invité nous diront bien évidemment que les forêts assurent le bien-être économique et social. Alors, la santé pour tous, ce groupe de mots a de la signification pour les Nations Unies. Les spécialistes parlent même de couverture sanitaire universelle et en ont fait le thème de la journée mondiale de la santé cette année. Découvrez sur ce grand rendez-vous les actions de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, au Bénin. Ce grand rendez-vous vous invite dans la cité des Kobourou pour découvrir le style vestimentaire. C'est une marque identitaire, nous dira tout à l'heure l'ingénieur en management culturel. Nous allons vous inviter pour une deuxième fois dans le monde de la mode, toujours sur ce grand rendez-vous pour parler de mannequinat. Selon les analystes, les hommes sont plus sollicités que les femmes aujourd'hui dans ce secteur. Ah oui, attendez donc pour avoir donc les arguments du spécialiste. C'est un mannequin aussi. Le grand rendez-vous, c'est également le journal. Ce sera à 19h45. Nadège Sani sera à la présentation. Elle est d'ailleurs même déjà là pour nous présenter les titres de ce journal. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assioum Gaba. Le menu du 19h45, c'est avec vous. Merci à vous, Assioum. Dans cette édition du soir, vous suivrez le compte-rendu de Roch Aurélien Akouenou sur la conférence débat organisée par la Direction générale des affaires économiques. Elle a réuni plusieurs jeunes entrepreneurs et des start-up. Également, dans ce journal, Rodrigue Babagbeto nous parle de l'importance de la femme dans la croissance économique. Selon le FMI, une augmentation du taux d'activité féminine profiterait à tous. Et puis aujourd'hui, 6 avril, déjà 2 ans que le président Patrice Talon a pris les rênes du pays. On s'est intéressé aux réformes qu'il a entreprises dans le secteur de la santé. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation du 19h45. Je lui ai dit d'ailleurs déjà que ce sont les titres. Le développement, c'est à 19h45, toujours sur le grand rendez-vous. En attendant, on se rend tout de suite dans les forêts sacrées. C'est à travers la rubrique Nature et Bien-être.
À quoi nous servent les forêts sacrées? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui avec Amandine Aliambossou et son invité. Pour illustrer le sujet suivant, ce reportage signé Rodrigue sur les forêts sacrées. Iroko, baobab, kaya, samba, faux iroko, karité et fromager. Quelques essences qui font la richesse des forêts béninoises. Milieu naturel où vivent une multitude d'espèces animales et végétales, les forêts du Bénin sont toujours en régression. Il y a une étude de la FAO en 2012 qui nous a dit qu'au Bénin, 50 000 hectares de forêt, 50 000 hectares disparaissent chaque année. Mais nous avons fait une étude financée récemment par la Banque mondiale qui nous a révélé que la tendance actuelle, d'accord, est de 22 à 25 000 hectares de régression par an. Cela reste, bon, une avancée notable, on va dire. Mais la forêt régresse toujours. Le domaine forestier se divise en deux catégories au Bénin. On note les forêts classées qui bénéficient depuis la période coloniale d'actes de classement et les forêts protégées au nombre desquelles celles dites sacrées. C'est une forêt qui naît suite à des événements qu'on ne veut pas expliquer. Un ancêtre qui allait à la chasse ou bien qui allait à la pêche et qui a rencontré un génie qui lui a parlé. En tout cas, tout un discours que l'homme n'arrive pas à expliquer se range sur le CO de mystère. Suite à l'événement qu'il n'arrive pas à expliquer, il décide de mettre au respect ce lieu. Il le balise par tout un ensemble de pratiques pour sécuriser ce lieu afin de limiter l'accès, surtout l'accès et l'usage des ressources, histoire de mieux rester en contact avec le génie ou bien l'ancêtre avec lequel il avait communiqué. Et toutes ces pratiques, il essaie de créer un ensemble, un système de valeurs, un système de croyances qu'on essaie de transmettre de génération en génération par le vaudou qu'on connaît mieux aujourd'hui. Elles portent en leur sein des divinités, des espèces végétales et fauniques rares dans le monde, dont le singe à ventre rouge, vénéré dans certaines régions du pays, et même le lingué d'Afrique. Les chiffres du dernier recensement parlent de plus de 2900 forêts sacrées au Bénin, des espaces qui sont en danger aujourd'hui. Lorsque la population augmente et que sévit la pauvreté, les premières victimes, ce sont les forêts. Parce qu'on se rabat sur les forêts, on va chercher du bois, on va récolter des fruits, on va récolter des écorces, tout ça, pour vendre et avoir de l'argent. Et ceux qui sont censés garder ces forêts sacrées aujourd'hui sont vieux et beaucoup meurent. De plus en plus, la documentation ne les accompagne pas. Donc, les besoins croissants de demain vont faire que si on ne fait rien pour les sécuriser, elles vont disparaître. Quelques forêts sont déjà intégrées par le Programme des Nations Unies pour le développement dans le système des aires protégées, mais beaucoup d'efforts doivent être encore fournis. Il faut qu'on arrive à mettre le doigt sur ces communautés qui protègent les forêts là-même, de la valeur que ces forêts ont, non seulement pour elles, mais pour l'humanité entière. L'autre chose, comme je le disais, il faut qu'on travaille à documenter. Nos universitaires, quand ils finissent ces formations, on a peur parce qu'on a déjà montré aux gens que aller dans les forêts sacrées, c'est aller dans les vaudous. Quand on va dans les vaudous là, on devient ci, on devient ça, et on a peur même d'aller. Nous invitons les universitaires à se positionner sur ces forêts sacrées et à les documenter suffisamment. Les colons en son temps avaient fait un peu de travail. Aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire. S'il est vrai que les forêts participent à la durabilité des villes et sont de véritables poumons verts, ils restent et demeurent un patrimoine à préserver pour les générations futures. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto, pour ce reportage. En plateau, on retrouve le chargé de programme de BIS ONG, Arnaud Adikpeto. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. C'est moi. C'est sur le grand rendez-vous. Amandine Aliambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Assion Gaba. Et il paraît que les forêts sacrées assurent le bien-être économique et social. Ah, il paraît donc que monsieur Adikpeto va nous édifier sur la question. Bien évidemment. Donc, mais moi, j'ai déjà envie de lui demander ce qui confère un caractère sacré aux forêts. Merci, madame. Oui. Et encore une fois, merci donc de nous avoir associés donc à cette thématique-là. Au Bénin, nous avons deux types de forêts. Nous avons des forêts classées
qui sont des domaines classés de l'État, et bien évidemment qui bénéficient donc des outils de gestion tels que des plans d'aménagement et autres, et des forêts sacrées qui sont conservées par donc, nos collectivités. Et le caractère sacré est dû à la présence de divinités ou autres à l'intérieur de ces forêts-là, des divinités desquelles dépendent donc ces communautés. Donc c'est tout un ensemble parce que entre les communautés et ces forêts, il y a un lien sacré et les communautés décident donc des systèmes de gestion de ces forêts-là. Et en quoi ces forêts peuvent assurer le bien-être économique et social des communautés? Quand nous parlons de forêt, Oui. c'est une ressource naturelle. Et vous savez que l'homme de nature a besoin de ces ressources naturelles pour les biens et services écosystémiques. Les forêts sacrées, au Bénin, nous en avons environ 2900 forêts sacrées au Bénin. Vous voyez l'importance. Et ces forêts ont beaucoup d'importance, par exemple, nous pouvons organiser donc la promotion de l'écotourisme autour de ces forêts-là. Nous pouvons dans le même temps faire des activités de paiement de services écosystémiques, c'est-à-dire génératrices de revenus, telles que l'apiculture, la production du miel, mais également la production des escargots, la production des champignons, autant d'activités qui pourront donc être menées dans les forêts. Mais on a vu dans le reportage tout à l'heure, il a été dit que les gens ont peur d'aller dans ces forêts sacrées, mais comment peuvent-ils alors en profiter? Vous parlez de tous ces avantages-là. Quand nous parlons des forêts sacrées ont des typologies qui diffèrent d'une forêt à l'autre. Okay. Je prends deux exemples. Nous avons une forêt dans la commune, la Diawere, qu'on appelle la forêt d'Igboïba. C'est une forêt d'environ 7 hectares qui est impénétrable. Parce qu'à l'intérieur de la forêt, il y a une divinité, principalement le Oro, qui est impénétrable. Mais si nous prenons la forêt de Kouvizou, dans la commune de Kétou, principalement à Dakplam, qui fait environ 49 hectares, vous voyez l'ampleur, il y a donc des sites à l'intérieur de cette forêt-là qui sont sacrés. Et ces sites-là ne sont pas accessibles à tous. Mais dans le même temps, il y a d'autres domaines, par exemple, où les populations vont aller chercher des plantes médicinales. Et nous, actuellement, avec le programme des Nations Unies pour le développement, nous avons un programme de valorisation des forêts sacrées du plateau, donc qui prend en compte ces deux forêts-là. Et en quoi consiste ce programme alors? Ce programme constitue dans un premier temps à renforcer le système de gouvernance. Parce que dans l'élément qui vient de passer, nous avons si bien écouté, et il se pose donc le problème de documentation des règles de gestion. Des règles de gestion qui ont traversé le temps. Depuis des dizaines d'années, des siècles, des forêts ont survécu. Grâce donc à ces tests-là. Maintenant, comment faire pour donc renchérir ces tests-là? Nous nous amenons rien en fait. C'est comment renchérir ces tests-là, à les documenter, pour voir comment dans l'application, comment vulgariser ces tests-là. Et l'autre côté, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la promotion du tourisme. Et par ce tourisme-là, qui viendra dénaturer donc l'originalité de ces forêts-là. Non, c'est ce tourisme qui respecte les valeurs culturelles de ces forêts que nous essayons de promouvoir. C'est d'abord un tourisme qui concerne les Béninois. Oui, parce que tout ce que nous faisons comme tourisme d'ailleurs, parce que généralement quand nous parlons de tourisme, nous voyons on voit des étrangers, alors que ce n'est pas ça. Il y a d'abord le tourisme de proximité, le tourisme local. Il y a ces gens qui sont à Cotonou, mais qui ne connaissent pas donc, de ces forêts-là. La forêt sacrée, par exemple, qui est classée de la Lama, qui est environ 1 heure d'ici, il y a des Béninois qui ne connaissent pas. Donc, autant commencer par ce que nous avons, c'est-à-dire la population béninoise, avant d'aller donc vers les autres. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut un début de désacralisation de ces forêts pour fédérer beaucoup plus de monde, pour amener beaucoup plus de monde à visiter ces forêts-là? Bien au contraire. Nous continuons par sacraliser d'autres sites. Parce que, monsieur le journaliste, au Bénin, nous avons 46 forêts classées. Et vous connaissez l'état des forêts classées au Bénin. Et nous avons 2900 forêts sacrées qui sont encore à l'état naturel. Donc, c'est le caractère sacré qui permet de conserver. C'est le caractère sacré qui conserve. Donc, selon vous, il faut sacraliser les 46 forêts classées qu'on a pour mieux les protéger?
Je donne juste un exemple. Oui. Dans la réserve de biosphère transfrontalière de l'État de Mono, il y a des sites qui ont été sacralisés. Oui. Donc c'est pour vous dire que la meilleure façon de conserver nos forêts, c'est d'aller vers une sacralisation. Mais comme ça, on Sacralisation. fera beaucoup plus peur encore aux populations. En fait, ce n'est pas fait peur à la population. Comme je le disais tout à l'heure, avec le programme de microfinancement du FEM, nous sommes dans un processus avec d'autres ONG. Nous appelons des aires et territoires du patrimoine autochtone communautaire. C'est des trucs qui existaient déjà. Et quand nous prenons une forêt, c'est qu'il y a une relation entre la forêt et la communauté. Oui. La forêt est gérée soit par la cour royale, soit par des dignitaires de la communauté. Et l'objectif, c'est la conservation parce qu'à l'intérieur de ces forêts-là, il y a des divinités. Et ces divinités, soit protègent le village, protègent l'arrondissement, protègent la commune, protègent les femmes quand elles vont au marché, quand elles ont pour la grossesse et autres. Donc, il y a une relation entre la population et ces forêts-là. Ces forêts-là. Alors, dans ce cas, voulez-vous dire qu'il faut donc garder sacrées ces forêts, mais essayer d'établir une relation de confiance entre ceux qui ont peur et puis, c'est pas, ce milieu sacré. Généralement, ceux qui ont peur, c'est ceux qui ne sont pas du milieu. Voilà. Il faudrait qu'on commence par expliquer à nos populations que le caractère sacré de ces forêts-là n'est pas donc dans le sens négatif, je ne sais pas, pour des rituels, non. C'est plutôt pour la conservation, pour la protection des communautés locales. Et pendant des siècles, les communautés ont compris, c'est pourquoi il faut communiquer. Il faut communiquer autour, Il faut communiquer autour de cela pour mettre les populations en confiance, mettre les visiteurs, les touristes en confiance. Et la communication a commencé. Voilà. C'est d'ailleurs pourquoi je vous ai parlé de ce concept d'APAC. Ça existait, mais ça n'avait pas, c'était pas connu. Mais actuellement, beaucoup d'autres ONG, comme BIS ONG, font la promotion de ce concept-là. Et nous associons donc les dignitaires, les têtes couronnées et autres. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions à Ouida et autres avec des ONG et des institutions pour parler des forêts sacrées, donc l'importance des forêts sacrées. Dans le reportage qui est passé, le monsieur Victor Bouton de Gramont ONG disait que ceux qui gardent ces forêts sont déjà vieux et que si on ne sait pas faire, ces forêts vont disparaître. Est-ce que vous êtes du même avis? Je suis tout à fait d'avis. Je suis tout à fait d'avis. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour pérenniser? Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Notre action, le premier axe de notre action, c'est de documenter les tests, de documenter les interdits. Et pourquoi pas former également de jeunes guides pour prendre la relève de ces forêts? Attention, ce n'est pas à nous de former des conservateurs parce que si les forêts ont pu traverser le temps, c'est parce qu'ils ont leurs pratiques. Les communautés, les collectivités locales ont leurs mais pratiques. si ces vieux-là meurent un jour, on fait comment? Mais toujours est-il que ces vieux, je suis d'accord avec lui, ont commencé par depuis, ont toujours mouru, pardon, et sont passés de l'autre côté. Mais les forêts sont restées. C'est que ces vieux ont leur manière de laisser donc à la postérité donc les valeurs de conservation de ces forêts-là. Ce n'est pas à nous d'aller former qui que ce soit. Ce que nous pouvons faire, c'est de les rassembler. Quelles sont les règles? Si quelqu'un va enfreindre à telle règle, quelles sont les sanctions? Si tout le monde ne les connaissait pas, c'est qu'il faut les documenter, qu'il faut les aider à vulgariser pour que tout le monde le sache. Et quand vous parlez d'activités génératrices autour de ces forêts sacrées, c'est en quelque sorte pour éviter que les populations aillent couper les arbres et autres? Oui et non, parce que comme je le disais, si nous prenons sur notre territoire, c'est plus les forêts classées qui sont menacées, non les forêts sacrées. Il n'y a aucune menace qui pèse sur les forêts sacrées. Non, en termes d'ampleur, il n'y a pas de menace zéro. Il n'y a pas de menace zéro. Mais en termes d'ampleur, c'est plus des forêts classées. Mais il faudrait anticiper. Les populations sont là, ont besoin des services de la forêt. Maintenant, comment nous pouvons donc associer des populations à l'utilisation durable de ces forêts-là? C'est pourquoi nous avons pensé à ces activités-là. Nous avons mis en place un fonds de mise en route de l'activité et des associations ont été identifiées, des associations qui ont l'habitude de faire donc, la production des escargots, la production du miel, la production des champignons. Et nous les accompagnons. Et pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ce que je peux dire comme mot de fin, c'est que le Bénin a besoin donc, de ces forêts-là. Donc nous devons accompagner les communautés locales dans
la préservation de ces forêts-là, pas en amenant d'autres pratiques, mais en renforçant des pratiques qui existent déjà. Qui existent déjà. Merci beaucoup à vous, monsieur. Et qui sont efficaces. Voilà. Et qui sont efficaces. Et qui donnent le preuve. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur Anouari Pétor. On se dit à très très bientôt sur toujours Nature et Bien-être avec Amandine Annembosso. De Nature et Bien-être. Allez, merci beaucoup à vous. Allez, à très bientôt. Et bien des choses à monsieur Djondo. Voilà. Si nous suit aussi, allez, on le salue. En direct comme ça, sur le grand rendez-vous. La suite de ce grand rendez-vous, on va se retrouver, bien sûr, avec l'expert pour parler aujourd'hui de la couverture sanitaire universelle. Il faut dire déjà que demain, le monde entier va célébrer la journée mondiale de la santé, raison pour laquelle on reçoit donc ce cadre de l'OMS pour venir donc nous parler vraiment de ce que c'est que la couverture sanitaire universelle. Demain, 7 avril, le monde entier, je dirais la communauté internationale, va célébrer la journée mondiale de la santé, comme plaisant d'ailleurs. Le thème choisi donc pour la célébrer cette année, c'est la 70e anniversaire de la création de l'OMS. C'est la couverture sanitaire universelle pour tous et partout. Pour en parler, nous recevons Dr Raoul Saizonou. Il est conseiller chargé de la lutte contre les maladies non transmissibles et les maladies tropicales négligées au bureau de la représentation de l'OMS au Bénin. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler, bien sûr, de cette célébration, parlons de la couverture sanitaire universelle. Quel est son but en réalité? Merci beaucoup. Pour faire simple, je vous dirais que la couverture sanitaire universelle vise à offrir aux populations, partout et à tout moment, des soins de santé sans que cela ne constitue pour eux un handicap financier. C'est-à-dire que le fait que la personne ait besoin de soins, sauf des soins, ne doit pas créer pour lui d'autres problèmes de survie. Pas de problème financier. En fait, globalement, c'est ce qu'on n'entend pas. Donc, la santé pour tous sans difficulté financière. Voilà, exactement. Si on peut résumer cela comme ça. Alors, l'état de la couverture sanitaire universelle au Bénin, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, peut-être que je voudrais rappeler que nous sommes à la 40e anniversaire de la déclaration d'Alma-Ata. Oui. Et vous savez, la déclaration d'Alma-Ata s'était fixée pour objectif d'offrir à tout le monde la santé pour l'an 2000. Et la couverture sanitaire universelle est le prolongement, nous allons dire, de l'appel d'Alma-Ata. Alors, quand on parle de couverture sanitaire universelle, on parle essentiellement de 3-4 choses. Okay. Lorsque la personne est malade, il faut qu'elle ait une structure de santé où elle peut aller. Donc, il faut les infrastructures. Il faut que dans cette structure de santé, il y ait un personnel qualifié pour prendre la personne en charge. Et il faut que cette personne, lorsqu'elle est prise en charge, ait des médicaments sûrs et de bonne qualité pour traiter son mal. Et tout ça, faudrait, pas on le dit encore, il ne faudrait pas que cela pose pour la personne un problème financier. Il ne faut pas que la personne ait à choisir entre sa vie et son repas. Voilà ce que je peux... Ce que vous pouvez dire, oui. Alors, vous avez parlé d'infrastructures qu'il faut, un plateau technique vraiment adéquat. Vous avez parlé de compétences aussi qu'il faut, et puis les moyens financiers pour pouvoir donc faciliter la tâche aux patients. Et donc, je voudrais savoir au Bénin, est-ce qu'aujourd'hui, cela est garanti aux populations et que fait l'OMS en réalité pour accompagner le Bénin dans ce sens? Avant de parler du Bénin, je voudrais d'abord dire que de façon globale, il y a des pays qui ont fait des progrès dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle, mais retenez que dans le monde entier, 50% de la population mondiale n'a pas accès aux soins de santé. Donc, le problème de couverture sanitaire universelle se pose à tout le monde. Maintenant, si nous prenons le cas précis du Bénin et que nous prenons pas par pan les éléments constitutifs de la couverture sanitaire universelle, je crois qu'on peut dire sans trop
se vanter que la couverture géographique en structure de santé au Bénin, comparée à beaucoup de pays, elle est bonne. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui au Bénin de façon flagrante, c'est le problème des ressources humaines qualifiées en santé. Ça, c'est quelque chose qui reste à régler parce que, vous savez, l'OMS donne des orientations, par exemple, pour le personnel de santé. L'OMS propose que pour qu'on puisse parler de couverture sanitaire universelle, il faut au moins 25 agents de santé qualifiés pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, au Bénin, nous sommes loin de ce nombre-là. Donc, ça, le problème des ressources humaines en santé se pose. Le problème des médicaments, c'est vrai qu'il y a des efforts qui se font pour que la population ait accès à des médicaments à moindre coût. Nous avons une centrale d'achat des médicaments essentiels qui est dans le pays et qui a pour vocation de mettre à la disposition des structures de santé des médicaments de qualité. Donc, de ce point de vue, on peut dire quand même que cette question est relativement en voie de résolution. Maintenant, la question de pauvreté, elle est globale. Et vous connaissez mieux que moi la situation des populations. Donc, tout ça mis ensemble, il faut admettre qu'au Bénin, il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre la couverture universelle. Et l'OMS, justement, est en train de pousser chacun des pays à aller vers cette couverture sanitaire universelle parce qu'on se rend compte que lorsqu'elle est mise en œuvre et qu'elle aboutit, ça règle les problèmes économiques parce que plus vous êtes bien portant, plus vous pouvez vaquer à vos activités économiques et les problèmes de pauvreté sont réglés. De même, les enfants à l'école, ils sont plus assidus, ils suivent bien leurs cours et la relève est assurée. Vous savez que les deux leviers essentiels de développement d'un pays, c'est la recherche et la formation. La recherche pour connaître les problèmes et la formation pour trouver des solutions aux problèmes. Et lorsque la personne n'est pas en bonne santé, elle ne peut pas faire de recherche, elle ne peut pas aller étudier pour trouver des solutions aux problèmes. Donc, tout tourne autour de la santé et nous pensons que la couverture sanitaire universelle peut être une solution. Ça peut être donc une solution. Et les actions de l'OMS de façon spécifique, puisque vous avez parlé des difficultés au Bénin, vous avez évoqué surtout le manque de ressources humaines au Bénin. Est-ce que l'OMS donne des orientations qu'il faut, que compte faire l'OMS au Bénin précisément pour pallier ce problème, cette difficulté? Merci. Vous savez, l'OMS a des fonctions essentielles qui sont des fonctions d'appui technique et d'édition des normes et des directives. Et dans ce sens, je vous ai rappelé la norme qui est prévue pour le personnel de santé. Oui. Dans ce domaine précis des ressources humaines en santé, en ce moment, l'OMS est en train d'accompagner le Bénin pour faire une étude sur le marché du travail au Bénin. Faire l'inventaire de la situation actuelle dans le cas précis de la santé, évaluer les gaps et voir les créneaux porteurs. On sait qu'il y a dans le pays des jeunes médecins qui ne travaillent pas. Nous savons qu'il y a des écoles de formation qui forment chaque année des bras valides, de voir comment mettre tout ça ensemble pour utiliser ce personnel qui existe et qui ne cherche qu'à aider à l'amélioration de la santé des populations. Donc, nous accompagnons le ministère de la Santé pour cette question. Également, nous aidons à améliorer par des formations les ressources humaines, parce que le problème est en termes de normes, mais aussi en termes de qualité des ressources existantes. Voilà. Et si nous laissons le domaine des ressources humaines et que nous prenons le domaine de la santé de façon globale, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le Bénin est certifié exempt de poliovirus sauvage. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait avec tout le monde, tous les partenaires et avec l'appui de l'OMS. Depuis 2010, le Bénin a été aussi déclaré exempt de la dracunculose, qu'on appelle vulgairement le ver de Guinée. Et aujourd'hui, les gens, si vous avez connu l'histoire des vers de Guinée dans les départements, vous verrez,
C'est pendant les périodes de récolte que les gens tombent malades et ils voient leur récolte pourrir, tout ça. Aujourd'hui, ces problèmes sont réglés. Les gens peuvent aller travailler sans crainte, boire de l'eau, sans crainte, comme j'avais dit. Oui. Maintenant, vous prenez également, je ne sais pas si vous avez entendu, de la cécité des rivières. L'onchocercose. L'onchocercose, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des nuisances similaires, il y a des mouches, c'est ce qui piquent encore les gens. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus de problème de perte de vue. Et l'onchocercose a été dévastateur dans les départements où ça existait, parce que les gens ont des hectares de terrain, mais qui ne peuvent pas cultiver, parce qu'il y a d'abord la nuisance, mais il y a le fait que presque tout le village était devenu aveugle. Aujourd'hui, le Bénin a atteint un niveau où l'onchocercose n'est plus un problème de santé. Et vous allez voir, dans les localités où l'onchocercose sévissait, aujourd'hui, il y a plus de 100 000 hectares de terres qui sont libérés et les gens travaillent. Ça fait des gains pour la société, ça améliore les conditions de vie des gens. Voilà quelques éléments que je peux citer. Voilà. Alors, vu au regard, bien sûr, de cette situation, quels sont les défis à relever au Bénin? Les défis... Pour assurer la couverture sanitaire universelle, la santé pour tous. Oui. Il faut dire que c'est une thématique qui va au-delà du système sanitaire. OK. Tout le monde est impliqué. Les populations doivent exprimer leurs besoins, faire remonter leurs besoins aux élus locaux, qui, eux, à leur tour, doivent les répercuter peut-être sur les parlementaires, et les parlementaires également sur les dirigeants qui sont chargés d'élaborer la politique. Mais est-ce que ce système d'intelligence collective, de communication, est-ce qu'il existe vraiment au Bénin pour faciliter la chose? Mais c'est à cela qu'il faut qu'on arrive, et en cela, tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit la société civile, les populations, les agents de santé. Chacun a un rôle à jouer. Vous montrez que le défi est énorme. Le défi est énorme et chacun doit jouer sa partition. Même si l'État, ce qui n'est pas sûr, ne peut pas offrir des soins gratuits, il n'y a aucun pays qui le fasse. Lorsqu'on a offert des soins, il y a toujours quelqu'un pour subventionner, pour payer. Donc, on n'arrivera jamais à une gratuité. La couverture sanitaire, ce n'est pas la gratuité des soins, mais c'est de rendre les soins plus accessibles aux populations. Donc, il y a un gros effort à faire de ce côté, mais il y a également qu'il faut que les populations, celles qui sont concernées, se rendent compte de leur rôle dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle et que lorsque les structures de santé existent dans les localités, déjà que les populations fréquentent ces structures de santé. Et ça déjà, ça va améliorer la fréquentation des structures, ça va améliorer la motivation des agents de santé, et puis ça va améliorer les prestations que les gens offrent. Que les gens offrent au Bénin. Donc, il y a lieu de communiquer auprès, bien sûr, des communautés, surtout des populations à la base, pour qu'elles puissent quand même exprimer leurs besoins en matière de santé au Bénin, pour qu'on puisse vraiment savoir quelle politique pourra donc répondre à ces besoins-là. Merci beaucoup à vous, Dr Raoul Saïzonou. Alors, pourquoi avoir choisi cette année au niveau de l'OMS ce thème-là de couverture sanitaire universelle pour tous? Je voudrais déjà vous remercier pour avoir parlé de relayer. C'est pour dire que vous avez un grand rôle à jouer, parce que j'ai cité tout le monde, je n'ai pas parlé des journalistes. Vous avez un rôle à jouer dans la couverture sanitaire universelle. Déjà, faire passer le message sur vos antennes pour que les populations sachent qu'il y a ceci qui existe et que ça peut contribuer à l'amélioration des soins dans le pays. Maintenant, pourquoi le thème? Je vous l'avais dit, en fait, l'OMS a été créé il y a 70 ans, mais les pères fondateurs de l'OMS en créant l'OMS étaient partis du principe que la santé, c'est un droit. Et
l'OMS a pour vision de porter que chacun ait le niveau de santé le plus élevé possible. Et pour atteindre cela, il faut aller par étapes. À la déclaration d'Alma-Ata, on a parlé des soins de santé primaires. Faire en sorte qu'au niveau le plus décentralisé, les gens puissent avoir des soins de qualité. Okay. Maintenant, ce que veut la couverture sanitaire universelle, c'est qu'en plus que les soins soient accessibles et décentralisés, ces soins soient de bonne qualité, parce qu'ils peuvent être décentralisés, mais pas de bonne qualité, que la qualité des soins soit assurée, que le personnel pour offrir ces soins soit qualifié et que les populations aient des médicaments pour se soigner, mais tout ceci à moins de coût. C'est surtout cela. Donc c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande des changements de comportement. Donc, vous savez, le changement de comportement, c'est la chose la plus difficile. Il faut revenir dessus, il faut en parler, il faut amener les gens à savoir quels sont leurs droits et les revendiquer. C'est surtout cela, que les populations sachent qu'elles ont droit à des soins de qualité. À des soins de santé et quels sont les comportements qu'il faut pour amener les gens à leur offrir ces soins. Merci beaucoup à vous, Dr Raoul Saïzonou. Je rappelle que vous êtes conseiller chargé de la lutte contre les maladies non transmissibles et les maladies tropicales négligées au bureau de la représentation de l'OMS au Bénin. Merci d'être passé sur le grand rendez-vous. Merci surtout à vous de m'avoir fait cette opportunité de parler de la couverture sanitaire universelle. Ce sera donc tout pour l'Expert de ce jour. On prend tout de suite la direction de la cité des Kobourou pour donc parler de leur style vestimentaire. C'est sur Horizon Culture. Bienvenue sur Horizon Culture. Aujourd'hui, nous parlons du style vestimentaire de la culture Kobourou. C'est quoi en réalité ce style vestimentaire? De quoi donc est-il constitué? Nous aurons le temps d'en parler, mais avant, illustrons le sujet à travers ce reportage si heureuse d'Anonodé qui nous présente Tako. Le tako, ce long boubou ample et évasé, fait partie des habitudes vestimentaires des peuples du Nord, notamment du Batonou. Je suis natif de l'Albouri, président de la commune de Gorgounou, du village de Sori, et je suis Batonou. Le tako représente pour le peuple Batonou le costume du peuple français. Si on reste à l'intérieur du contexte Batonou, c'est exactement le rôle que joue, n'est-ce pas, la veste dans un contexte culturel donné. Parce que pour le Batonou, il a sa notion de tenue correcte. La tenue correcte pour le Batonou, qu'est-ce que c'est? Il a d'abord son tourou, qui est son sous-vêtement. Sur le tourou, il porte maintenant son tako. Et réellement, la tenue correcte Batonou à un niveau très élevé. En plus de ça, maintenant, il a son grand boubou qui porte et c'est ce qu'on appelle gonko. C'est le vêtement de dignité, d'honneur qui permet de distinguer l'autre selon la hiérarchie sociale. Ainsi, de la couleur du tissu à sa confection, tout se fait avec finesse et spécificité. N'importe qui ne porte pas n'importe quelle couleur de tako. Dans la tradition, le tako blanc est réservé au roi, au chef. Après le tako blanc, il y a ce tako-là que je porte, qu'on appelle Alkira. Alkira, c'est qu'il y a des bandes alternées, noires et blanches. Et c'est lorsque vous êtes fils de roi, donc vous êtes prince. Mais il y a encore une nuance importante. Lorsque votre père est vivant, vous n'êtes pas encore autorisé à le porter. Parce que c'est comme si vous faites déjà concurrence au père. Il y a une troisième catégorie de tako. Ça, on le fait en blanc, mais on le fait teinté de couleur ocre. Teinté de couleur ocre. Parfois, ils appellent la couleur de termitière. Généralement, on s'attaque à donc, les combattants, au fond,
et celui qui détient le pouvoir traditionnel au fond. Il y a maintenant les tacos qu'on appelle tacos gona. Gona, en bâtonneau, ça veut dire la pintade. N'importe qui peut porter cela. Mis à part cela, le choix de la couleur du chapeau et sa position sur la tête ne se font également pas au hasard pour qui veut se mettre en taco. Lorsque, par exemple, son bonnet tombe vers l'arrière, on dit donc, lui, là, il a déjà atteint le stade qu'il veut. Et il faut penser encore à ceux qui sont derrière. Donc, le bonnet est tourné vers l'arrière. Lorsque le bonnet tombe vers l'avant, ça veut dire qu'il est prêt à affronter n'importe qui, qu'il avance encore et qu'il est prêt à affronter n'importe qui. Pour le bâtonneau, tout est calculé et lorsqu'on voit quelqu'un dans un milieu, en voyant déjà son habillement, vous pouvez déjà le classer. Et comme on n'a même pas de fer à repasser, le bâtonneau avait son fer à repasser. Et le fer à repasser, c'est quoi? C'est un tronc d'arbre bien coupé. Et avec aussi du bois bien fait. Et il plie, lorsqu'il a fini de laver son taco, il a cette manière donc de taper correctement. Et le plie et tout. Voilà comment il repasse son taco. Ça sort déjà même une musique, ceux qui le savent. Bon, avec le monde moderne, on a tout abandonné. Le peuple bâtonneau, malgré la tendance actuelle, a su préserver la valeur et l'élégance de son taco. C'est sa tenue des grands jours, mais aujourd'hui, il n'est pas rare de voir dans les administrations certaines personnes s'habiller en taco. Voilà donc le reportage de Rose Danondé à qui nous disons merci beaucoup et on revient donc en plateau pour retrouver Gauthier Godonou qui est, voilà, c'est un conseiller, un ingénieur en management de la culture et du tourisme. Alors vous êtes également membre de l'initiative Koburu Fashion Days. Alors que pensez-vous alors du taco? Est-ce que vous êtes au courant de toutes ces informations là présentées par le professeur Biobigou? Oui, le professeur Biobigou a d'une manière majestueuse présenté la tenue taco et cette tenue qui motive, qui a motivé l'organisation de Koburu Fashion Days pour valoriser tout ce que le Bénin accompagne, tissé. Au-delà, et aujourd'hui, nous sommes dans la cité de Koburu, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur la valorisation de la tenue taco. La valorisation de la tenue taco. Alors, vous parlez en offre de différents types de tenues taco, parce que là, ce sont les princes, c'est dans la cour royale que ça a été présenté. Oui, principalement, le professeur a mis l'accent sur la classe princière, c'est-à-dire que cette classe où il y a plusieurs types de tacos partant des rois jusqu'aux princes. Mais nous avons aussi la classe des chasseurs qui ont leur tenue taco qu'ils portent, la classe des forgerons qui ont leur tenue, et puis ceux qui vont à la guerre et qui ont leur tenue aussi. Le professeur a fait un peu allusion à cela. Nous avons justement les cavaliers qui ont leur manière donc de s'habiller. Est-ce qu'il faut retenir et que le professeur a souligné le taco, c'est notre veste par ici et qui mérite d'être valorisé. C'est ce travail que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup à vous, Gauthier et Godonou. Mais quand on parle de style vestimentaire Koburu, j'ai vu le professeur parler du peuple bâtonneau. Il y a quelle différence? C'est-à-dire que la cité de Koburu, Parakou, donc, qui est une cité envahie par tout le monde, une cité de tout le monde, c'est la tenue taco qui domine dans la manière de s'habiller des gens. Quand il y a une manifestation, une cérémonie, on aime bien s'habiller en taco pour montrer qu'on
on est de la cité des Kobourou. Des Kobourou. Ça dit que les femmes, elles n'ont pas donc de tenue. Tout à fait, les femmes ont leur aussi leur modèle. Oui, modèle alors, si elles en ont, on va revenir sur tout ça là, juste derrière le journal. Nadège Sani déjà en place depuis la rédaction de BB24 pour nous présenter le journal, puisqu'il est 19h45 à Cotonou. Vous êtes au rendez-vous de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition. Après 2 ans de gestion du pouvoir de Patrice Talon, l'heure est au bilan que retenir des réformes dans le secteur de la santé au Bénin. Heureuse Danoné a mené l'enquête. Pas de développement sans la femme. Un taux élevé de femmes dans les activités économiques pourrait booster la croissance économique de notre pays. Une évidence loin d'être une réalité au Bénin. Plusieurs entrepreneurs et start-up ont réfléchi sur des sujets tels que l'emploi et le financement des entreprises. C'était au cours d'une conférence débat organisée par la Direction générale des affaires économiques. Aujourd'hui, 6 avril 2018, cela fait exactement 2 ans que le chef de l'État, Patrice Talon, a pris les rênes du pouvoir. Un mandat assez sur des réformes. En 2 ans de gestion, quelles sont les réformes opérées dans le secteur de la santé? Une équipe de la rédaction de BB24, conduite par Heureuse Danondé, s'est intéressée à la question suivie. Pas assez de réalisations dans le secteur de la santé. En tout cas, pas assez à toucher du doigt après 2 ans de gestion du régime Talon. Vous savez, dans le secteur de la santé également, les investissements, ce n'est pas à court terme, c'est à moyen et long terme. Donc, c'est compréhensible qu'on ne puisse pas avoir tout de suite 2 ans, c'est très peu pour vraiment enregistrer de grands actifs, de grands bilans. Mais la volonté y est et il faut encourager. C'est donc trop tôt pour présenter des actions concrètes dans ce secteur si sensible. Il n'empêche que de grands pas sont faits. Je peux citer par exemple la lutte contre les faux médicaments. J'ai appris également qu'il y a en vue d'une construction d'hôpital à Calavi. Et ça, c'est vraiment un bon truc qui va permettre à la population de Calavi de ne plus trop se gêner pour aller se faire soigner. Je peux compter comme acquis dans le secteur de la santé en général, c'est-à-dire la commission de réforme qui a été mise en place et les résultats qui sont sortis dans la réflexion de cette commission. C'est déjà un grand pas. Ça permet d'avoir des visibilités et de savoir ce qu'on a envie de faire. Des recrutements qui ont été faits. On voit maintenant qu'il y a la volonté de renforcer le personnel sanitaire. Il y a un hôpital qui vient d'être finalisé à Alada. Ça, c'est très positif. C'est à mettre à l'actif au bilan du gouvernement qui est là. Le sous-secteur santé le plus touché en 2 ans, c'est le sous-secteur pharmaceutique. À ce niveau, il faut dire que ces actions sont des actions très positives. Je veux parler du démantèlement du marché Adjegunle, qui est une action très appréciée dans le monde pharmaceutique au niveau national comme régional et à l'international. Il y a également l'autorisation de ratification de la Convention Médicrime qui n'était pas donnée d'avance, mais on a vu comment ce dossier a été géré avec la plus grande sérénité et on ne peut que remercier le gouvernement en place avec en tête le président de la République pour ce nouveau type de management qu'ils sont en train d'imprimer à l'action publique. Une gestion managériale de la haute autorité qui a donc conduit à la dissolution de Adjegunle, le plus grand marché noir de produits pharmaceutiques de la sous-région. Même les grosses têtes du marché légal sont tombées. Donc c'est important que cette lutte-là soit une lutte permanente, donc que ce ne soit pas des coups d'éclat. J'en profite d'ailleurs pour remercier le chef d'État, pour remercier tout le gouvernement, pour l'effort constant qu'ils font déjà pour bannir ou bien pour lutter efficacement contre cette criminalité-là. Pour plus d'actions dans le secteur santé au cours des 3 prochaines années, le gouvernement actuel devra prioriser la concertation. Vraiment que le gouvernement privilégie la concertation.
privilégie. Les idées sont bonnes, les méthodes aussi, mais il faut que les méthodes soient beaucoup plus affinées parce qu'on ne peut que faire avec les hommes. Donc il faut qu'on consulte, qu'on associe davantage les professionnels, qu'on fasse un travail d'explication et qu'on aille ensemble. Le 6 avril 2016, le peuple béninois a remis la gestion du pouvoir au président Patrice Talon pour 5 ans de réformes. 2 ans après, on peut retenir que les réformes dans le secteur de la santé sont bel et bien enclenchées. Globalement, je pense que le Bénin est sur le bon chemin. Merci à vous, heureuse d'annoncer. La question sur l'équité des genres, on en parle toujours. Le Bénin, comparativement à certains pays africains, ont du mal à faire des femmes un facteur de décollage économique. Quel rôle peuvent jouer les femmes dans la croissance économique du Bénin? Les détails dans ce reportage. En dépit de certaines avancées, l'égalisation des chances offertes aux femmes s'enlise. Une déclaration faite par la directrice générale du FMI en 2013, mais qui colle toujours bien aux réalités actuelles de l'Afrique. Le PNUD a élaboré le rapport sur le développement humain en Afrique et les résultats ont dit que du fait qu'on n'exploite pas suffisamment les potentialités que les femmes ont de participer à l'activité économique, l'Afrique perd chaque année 105 milliards de dollars. On manque à gagner. Et 105 milliards de dollars, c'est plus que l'aide publique au développement que reçoit l'Afrique chaque année. Nous avons noté avec regret que les femmes ne sont pas présentes dans des métiers porteurs d'avenir ou de développement. Je voudrais citer la physique, l'économie, la technologie, l'innovation, alors que ces aspects sont tellement prononcés dans l'agenda 2063 de l'Union africaine qui recommande à ce que nous puissions aller vers l'innovation, la science et la technologie. Au Bénin, il faut donc bannir les inégalités. La sous-représentation des femmes béninoises aux postes à haute responsabilité n'en est pas pour rien dans le fort taux de pauvreté du pays qui est de plus de 40%. La situation préoccupe société civile, parlementaires et membres du gouvernement qui prennent part à cette conférence débat organisée par l'ONG ENAFA. Pour un décollage économique réel au Bénin, le rôle de la femme n'est plus à négliger. Pour avoir le mieux-être dans nos différents pays, nous devons avoir des taux de croissance élevés parce que nous sommes à un niveau de fécondité de 5-6 alors que nous avons un taux de croissance qui tourne autour de 3-5. Et la population qui peut améliorer le niveau de croissance, nous la laissons de côté et nous voulons nous développer. Ce serait très difficile. Aujourd'hui, les femmes sont confinées dans des secteurs de l'activité économique qui sont peu rentables, dont la productivité est très faible. Et donc, un apport dans la productivité des femmes va garantir l'accroissement des produits intérieurs bruts. Et elle dispose de bien de moyens pour participer à la croissance du pays. D'abord, il y a l'emploi. Donc, en participant à l'activité économique en tant qu'employée, la femme est capable de booster. La deuxième voie, donc, c'est en tant qu'entrepreneur. Quels sont les outils dont elles ont besoin pour pouvoir faire percer leur activité? Premièrement, l'investissement, le capital, la formation, la technologie, le marché. Vous vous rendez compte, tout ce que les ONG féminines, tout ce qu'on fait pour que la femme puisse être à un certain niveau de prise de décision? Non, on ne réussit pas. Mais pourquoi on ne réussit pas? C'est encore la mentalité que nous avons. Un changement de mentalité s'impose donc pour un développement national inclusif dans lequel la femme joue une participation significative. Entrepreneuriat, emploi des jeunes et le financement des startups au Bénin étaient au cœur d'une conférence débat organisée par la Direction générale des affaires économiques. Plusieurs jeunes entrepreneurs ont pris part à cette activité au cours de laquelle un état des lieux de la politique de l'emploi des jeunes a été présenté. Roch Akoino et Alexis Kenom pour le point. Sur ces 10 millions d'habitants, le Bénin s'identifie par une population extrêmement jeune. 60% ont entre 15 et 35 ans, un atout mais aussi une responsabilité. Chaque année, plus de 32 000 diplômés des universités sont à la recherche de leur premier emploi. Seulement 5% arrivent à s'insérer dans le tissu productif. L'entrepreneuriat est véritablement une option et la création des startups, le financement des startups,
c'est des pistes de solutions pour pouvoir répondre à cette préoccupation très importante. Lorsque les jeunes n'ont pas d'emploi, vous le savez tous, c'est une bombe sociale et il faudrait que nous adressions ensemble cette question en motivant les jeunes eux-mêmes à avoir de l'ingéniosité. Certains jeunes entrepreneurs l'ont si bien compris qu'ils font déjà la fierté du Bénin à travers leur création. Je voudrais surtout encourager cette jeunesse qui nous offre l'occasion de découvrir les pépites d'innovation qui créent, inventent, réalisent, dirigent, investissent et recrutent pour et par amour de l'entrepreneuriat. Au même moment, ils sont confrontés à plusieurs difficultés de fiscalité, de financement et de marché d'écoulement de leurs produits. En tant qu'acteur public, l'État béninois s'investit dans l'amélioration des conditions favorables à l'éclosion et au développement des start-up. Le gouvernement fait de la formation, le gouvernement montre le chemin, le gouvernement crée les conditions, le gouvernement met en place les infrastructures, le gouvernement essaie d'améliorer chaque année la fiscalité. C'est ça que le gouvernement fait. Il ne faut pas attendre plus du gouvernement, il faut que chacun fasse preuve d'ingéniosité et propose quelque chose à sa communauté. Cette conférence sur l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes et le financement des start-up à laquelle les jeunes ont massivement participé a été un creuset de partage d'expériences et de pistes d'opportunités. Une nouvelle brève à présent, le Gabon et le Congo se donnent la main pour renforcer leur connexion Internet. Les deux pays ont officialisé leur interconnexion par fibre optique ce jour. D'un coût global de 26 milliards de francs CFA, les travaux réalisés par une structure chinoise sont cofinancés par les deux nations avec le soutien de la Banque mondiale. Pour les deux pays, cette infrastructure télécom va contribuer à la réduction du coût élevé des télécommunications et faciliter l'accès des populations au haut débit et améliorer le climat des affaires. Personne ne comprend trop les paroles, pourtant les amateurs de rock bosnien s'empressent d'aller au concert de Jalosieu, un groupe musical originaire de Birak dans le nord-ouest de la Bosnie. Suivons ensemble ce reportage. Personne ne comprend trop les paroles, mais les amateurs de rock bosniens commencent à se presser au concert de Jalosieu. Ce groupe, originaire de Birak, dans le nord-ouest de la Bosnie, chante en français. Puisque dans notre groupe, personne ne parle chinois, alors nous avons décidé de le faire en français. Pourtant, l'auteur des textes, Jules Petrovic, 31 ans, est le seul des 7 musiciens à parler la langue de Molière, et tandis que Sanel Juzik se contente d'apprendre par cœur les retranscriptions phonétiques des 17 chansons du répertoire. La mélodie est mon moteur. Le français est une langue magnifique, compliquée mais mélodieuse. Et j'ai l'impression qu'elle me permet de susciter de l'émotion chez le public, ce qui est, à mon avis, la chose la plus importante. En Bosnie, le français est en perte de vitesse. Dans un pays ravagé par une guerre intercommunautaire, puis épuisé par plus de 20 ans de querelles, ces musiciens veulent transmettre joie et optimisme. Avec un peu de notre folie balkanique et un peu de liberté française, passée par un filtre littéraire, assumé par Jure, à mon avis, on arrive à faire quelque chose de plutôt chouette. Captant des influences multiples, jazz, blues, pop-rock, funk ou encore sevda traditionnel bosnien, mêlant guitare, basse, batterie avec trompette, saxophone et mandoline, la musique tient la mélancolie à distance. C'est sur cette note musicale que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani. Bon week-end à vous également. Et retrouvez Nadège déjà lundi pour une autre édition du journal. Alors pour le grand rendez-vous, la suite, retour avec Gauthier Godonou en plateau pour lui demander en réalité quels sont donc les modèles qu'on peut citer comme identitaires de la cité Kobourou. Aujourd'hui, on parlait justement tout à l'heure des femmes. J'ai dit qu'il y a une variété de gammes au niveau donc des femmes, mais avec l'évolution de nos jours, dans la cité de Kobourou, il y a
nous constatons que les gens sont en train de panacher la tenue taco, surtout au niveau donc des femmes, avec le taco, avec les tenues Lessie, par exemple, avec les tenues Angelina, par exemple. Ça fait du bien, ça montre vraiment la femme africaine dans cette cité des Kobourou. Alors, est-ce à dire qu'il y avait donc une spécificité au niveau du tissu? Non, ben, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'on pourrait panacher les tissus taco. Et donc, les femmes avec les stylistes ont commencé par faire un travail, surtout à partir de l'événement Kobourou Fashion Days, ont commencé par panacher la tenue taco. Donc, avec... Aujourd'hui, il y a le tissu tissé avec du Lessie. Du Lessie, et puis avec d'autres types de pailles, les pailles Angelina. Comme ce qu'on a à l'écran là. Tout à fait. Vous pouvez voir. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ah, d'accord. Tout à fait. Vous voyez, ça valorise la femme, ça met en avant la beauté donc, de la femme, donc de la cité des Kobourou. De la cité des Kobourou. Et là, ce modèle, moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est super bien. Là, elle est carrément... Ah oui, vous avez vu, là, oui. Par exemple, c'est un mélange de taco et puis de tissu Lessie. Et ça donne du beau, tout simplement. Alors, si je comprends bien, c'est le modèle qui s'appelle taco ou c'est le tissu qui s'appelle taco? C'est le tissu, en fait, qui s'appelle tissu taco. Maintenant, on crée des modèles à partir... On fait un mélange pour panacher la tenue taco avec tissu donc taco avec d'autres types de tissus. D'autres types de tissus. Alors, est-ce qu'il y a une différence alors entre le tissu taco et les tissus tissés qu'on connaît de façon... Oui, vous savez, au Bénin, chaque région a cette tenue, cette tissu tissé. Quand nous prenons la région d'Abomey, ils ont leur manière de tisser de présenter le pain tissé. Nous quittons là, nous allons un peu vers le nord, on a la manière de tisser. Nous allons dans la région où on a la manière de tisser. Et puis quand on quitte le Bénin, on va de l'autre côté du Burkina où on fait la valorisation à outrance des tissus tissés. Il y a leur manière de présenter aussi. Et quand on voit tout de suite, on sent que ici c'est Batonou, ici c'est Dacha, c'est de telles localités. C'est une localité. Donc je vois alors pourquoi le professeur Biobigo nous présentait alors les différents types de tissus taco, qui existent. Donc il y a ce qui est en deux couleurs, l'autre qui est gris, qui est blanc. Oui, tout à fait. On sent en réalité que c'est pour les Kobourou, ça. Les Kobourou, donc les bâtons. Les bâtons. Et puis c'est cette forme de tissu, de pain tissé que les gens ont adopté dans la cité des Kobourou. Des Kobourou, ah, super bien. Donc on voit, on constate. Alors, si on doit citer les spécificités alors du tissu taco aujourd'hui, on pourra dire quoi exactement? Oui, ben, je le disais tantôt, il y a le pain tissé taco varie selon qu'on est de la classe princière. Chaque classe a son type de tissu. Et puis vous avez vu dans le documentaire, le professeur a clairement montré au niveau donc, de la classe princière, la classe royale et tout ça, là, les types de tissus, de pain tissé qui existent et que comment on doit les porter et que c'est des tissus qu'on ne porte pas n'importe comment. Mais aujourd'hui, c'est simplement du beau. Quand on les porte, ça valorise mieux la personne qui les porte. Donc, il est de nous notre devoir, au-delà de la royauté, au-delà de la culture, de porter ces tissus-là pour valoriser notre identité vestimentaire. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi d'initier donc le Kobourou Fashion Day? C'est justement la raison, parce qu'on a estimé que au Bénin, nous devons valoriser ce que nous avons de vestimentaire. Et
étant dans la cité de Kobourou, nous avons vu juste qu'avec nos pains tissés, on peut vendre le Bénin. C'est ça le nous. C'est ça le nous, justement. Ce n'est pas important, les tenues vestes venues de la France, qu'on va dire qu'il est élégant. L'élégance se trouve bien dans nos pains tissés. Et il est du devoir. C'est le lieu de remercier et d'encourager le maire Charles Tokor, qui, à son niveau déjà, a pris, même si on peut, sur le plan juridique, un peu parler, a pris la décision au niveau de son conseil communal de dire déjà au personnel, tous les vendredis, on veut vous voir habillés en local. Et puis, déjà, depuis le 15 mars, ça a pris corps. Vous voyez tout le monde en tenue locale et en tenue taco, notamment à la mairie de Parakou. Vous pensez que c'est une initiative à étendre c'est une initiative à étendre et puis aux autres localités. Et puis l'État même, au Burkina, on l'a fait. Le gouvernement a décrété le port des tenues traditionnelles locales. Nous également, ici, on peut faire la même chose. Donc, ça va partir. Nos artisans auront du travail, vont vendre sur le marché local et puis le Bénin va consommer local au lieu de nous amener, c'est vrai, tout le temps des trucs venus d'ailleurs. On va consommer local pour développer localement notre pays. Merci beaucoup à vous, Gauthier Godonou. Je rappelle que vous êtes ingénieur en management de la culture et du tourisme. Vous êtes venu nous parler, bien sûr, du style vestimentaire Kobourou et précisément aussi de cette initiative que vous prenez de l'autre côté donc, de Parakou, Kobourou Fashion Days, et donc vous allez pouvoir faire défiler beaucoup de mannequins habillés, bien sûr, en taco, différents types de taco, et puis les panachés aussi que vous allez présenter donc, de l'autre côté de Parakou. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Je comprends, c'est le 12 et 13 ou quand La grande soirée, c'est pour le 14. Le 14 avril. À Parakou. D'accord. À Parakou, à l'Institut français. On y sera certainement pour repercuter les images de cette initiative, cet événement à l'écran, bien sûr, pour le plaisir de nos téléspectateurs. À très bientôt, Gauthier. Merci. Et bien des choses, bien sûr, à Ladi. Zoro, de l'autre côté, de Parakou aussi, nous suit, bien évidemment. Merci. Allez, on continue, bien sûr. On continue toujours dans la mode. Je vous l'avais dit, nous allons visiter le monde de la mode pour une deuxième fois sur le grand rendez-vous à travers, bien sûr, le métier de mannequin. Regardez. Le mannequinat, il paraît que les hommes prennent plus le pas sur les femmes en matière de mannequinat. Mais on va voir les arguments, on va entendre les arguments tout à l'heure de ce spécialiste qui viendra sur le plateau dans un instant. Suivons tout d'abord ce reportage de Vénus qui nous parle bien sûr du métier de mannequinat. Go. Yeah. 1,75 m, mince, regard droit devant, démarche élégante dans une tenue stylée. Vous vous en doutez, c'est le mannequinat. Mannequinat, c'est le métier exercé par le mannequin. Métier qui consiste à présenter les créations de l'industrie de la mode. Ils sont beaucoup plus spécifiques lorsque nous prenons les mannequins défilés ou mannequins podium. Et là, la taille est vraiment importante pour pouvoir défiler en tant que mannequin et faire vraiment carrière. Lorsque vous êtes femme, il vous faut une taille de 1,75 m minimum et pour homme 1,85 m. Mais pour les modèles ou les mannequins photos, là, c'est un peu plus relax parce qu'on n'est pas vraiment très exigeant sur la taille. C'est beaucoup plus la photogénie. Ça dépend de la collection sur laquelle je travaille. La collection me donne maintenant le choix à travers le teint, les couleurs que j'ai eu à utiliser. Purement féminin au départ, ce métier est aujourd'hui pratiqué aussi par les hommes. C'est un métier qui passionne plus d'un. Je ne pourrais pas vraiment dire que je vis
de ce que je gagne de ce milieu-là. Parce que les cachets sont, pour la plupart du temps, les cachets sont dérisoires. C'est pas évident pour une personne aujourd'hui d'être mannequin exclusivement et à temps plein au Bénin. C'est vraiment compliqué parce que là, il n'y a pas assez d'événements, les événements ne sont pas assez payés, il n'y a pas beaucoup de maisons de mode, de créateurs qui embauchent les mannequins. Ailleurs, ce métier s'apprend, il est professionnel. Au Bénin, les mannequins sont pour la plupart des autodidactes. Ils apprennent sur le tas. Il n'existe pas encore d'école de mannequinat au Bénin. Il y a plutôt des agences. Donc, ce sont les agences qui s'essaient à former et en même temps à promouvoir les mannequins. Le mannequinat n'est pas encore reconnu comme un métier au Bénin. Ce n'est pas pris en compte. Comme tout autre métier, le mannequinat exige le respect de certaines normes. Ceux qui les exercent se heurtent à plusieurs embûches. La plus grande difficulté, c'est d'abord celle de rentrer dans le métier même, en fait. Quand tu ne connais pas du monde, tu ne peux pas t'insérer. Et après ça, il y a des difficultés pour trouver les marchés, pouvoir défiler, pouvoir faire des photos. Après ça, on a le fait de tout le temps être exposé au public comme ça, les petits trucs qu'il y a derrière. Le mannequinat reste un métier noble, sélectif et pour tous les âges. Et c'est ici que s'impose le respect de l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire l'adéquation de la taille par rapport au poids. Allez, merci beaucoup à Vénice Dossou pour ce reportage en plateau. Ronald Agbazagan, mannequin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour parler de la mode et surtout du métier de mannequinat. Il paraît que les hommes sont de plus en plus demandés que les femmes dans ce secteur. Vrai ou faux? Je ne dirais pas que c'est totalement vrai, Okay. Parce qu'en fait, le mannequinat masculin a vraiment grimpé ces dernières années. Parce que si on doit prendre simplement pour chiffre, la mode masculine qui actuellement concurrence avec la mode féminine qui pesait environ 27 milliards, la mode féminine, et qu'aujourd'hui, la mode masculine qui a commencé à vraiment se développer il y a 15 ans est arrivée déjà à 26 milliards d'euros. Enfin, ça, c'est sur le continent européen. Donc, on peut dire clairement que la mode masculine, elle est en train d'évoluer et donc, par ricochet, les mannequins masculins sont plus demandés aussi. Aussi demandés. Alors, pour être mannequin en tant qu'homme, petit H, bien évidemment, quels sont les critères? Ouais. En réalité, il faut déjà comprendre qu'il y a différents types de mannequins. Et donc, il y a les mannequins podium et il y a les mannequins photos, les mannequins détail et tout. Et alors, s'agissant des mannequins podium, ceux-là qui font dans la haute couture, parce que même au niveau des défilés, il y a des défilés haute couture, il y a les défilés prêt-à-porter. Et donc, si on prend les défilés haute couture, les mannequins pour la taille minimum est de 1,25 m. Wow. 1,25 m et Ils sont à 1,85 m. Vous parlez des mannequins, haute couture. Les mannequins haute couture, ils sont à 1,25 m. Oui. Et donc, s'agissant des mannequins photos, ceux-là qui font les éditos magazines et les spots publicitaires, les affiches publicitaires, ça ne dépend pas vraiment de la taille et de la morphologie. C'est plutôt compte tenu de l'idéal que recherche le promoteur ou le promoteur d'un produit qui voulant faire sa communication autour de son produit recherche un idéal. Donc, c'est par rapport à ça qu'il recrute le mannequin. Si le mannequin correspond à l'identité de sa marque. Voilà, de sa marque. Alors, si je comprends bien, par exemple, un homme
qui est même de taille courte, gros, ou bien obèse si vous voulez, et qui a vraiment de l'embonpoint, hein, il peut se retrouver en tant que mannequin, par exemple, mannequin photo. Oui, absolument, absolument. Parce qu'au départ déjà, pour parler, le modèle en général, c'est tous ceux-là qui peuvent exposer leur visage ou leur corps pour pouvoir faire la promotion d'un produit donné. Okay. Et donc, si une entreprise ou une marque veut faire la promotion autour d'un produit, si la personne qui est recherchée correspond à ces mensurations, eh bien, il serait recruté en tant que mannequin. En tant que mannequin, oui, mannequin photo, là, parce qu'au niveau de la haute couture... Au niveau de la haute couture, il y a beaucoup plus d'exigences. Il y a beaucoup plus d'exigences, parce que c'est beaucoup plus facile pour les créateurs d'habiller les mannequins sur des normes standards. Parce qu'ils veulent que, quand même, que les tenues descendent bien et qu'on sente une certaine virilité au niveau du mannequin et en même temps aussi une certaine sensualité. Et donc, pour répondre à ces critères-là, ils ont déterminé des mensurations données. OK. Et donc, pour être mannequin, il faut donc commencer déjà dès le bas âge à apprendre déjà ces habitudes-là, garder sa ligne, travailler beaucoup plus sur son corps, sur son physique. Oui, oui, absolument, absolument. Le métier de mannequin est très exigeant parce que ça demande de l'endurance. Ça demande de l'endurance en ce sens que quand vous voulez faire un défilé, quand vous êtes dans une saison de Fashion Week, ça s'enchaîne, les défilés s'enchaînent et donc il faut de la résistance. Donc pour ça, déjà, il faut adopter une vie saine et faire beaucoup le sport pour maintenir sa ligne. Et ça demande beaucoup d'efforts. Je vais vous donner tout simplement un exemple. Oui. J'étais sur un défilé au Nigeria la dernière fois à Rise Fashion Week qui a invité de grandes célébrités de la mode telles que Naomi Campbell, Oswald Boateng, tous ceux-là. Donc, on est allé au Nigeria, on a quitté Cotonou, on a pris par la voie terrestre, on est arrivé au Nigeria à midi. On a commencé en même temps les essayages qui ont fini à minuit et le lendemain matin, en même temps, il fallait recommencer avec les essayages qui démarrent à 7 heures. Donc, c'est vraiment un métier qui demande beaucoup d'endurance. Donc, il faut vraiment avoir du tonus et il faut avoir le souffle, il faut travailler, il faut vraiment travailler. Pour pouvoir... Est-ce que ça paie comme ça? Parce que ça demande de l'endurance, ça doit payer aussi à la hauteur de cette endurance-là. Oui, absolument, ça doit payer, ça doit payer. Il faut dire vraiment que sous nos cieux, ça ne se paie pas encore assez. Mais aujourd'hui, on constate que les Fashion Week au Bénin se multiplient. Les designers aujourd'hui font la communication autour de leur collection, ils font des lookbooks, ils font des campagnes publicitaires, mais il en faut plus pour que le mannequin puisse vivre à plein temps. Mais ailleurs, les mannequins vivent de leur métier à plein temps et ils sont très, très, très bien payés. Ils sont très bien payés parce que c'est saison par saison, automne, hiver, printemps, été, et il y a des semi-saisons aussi, haute couture, prêt-à-porter, accessoires, et il y a tout ça. Alors, et si on organisait aussi notre secteur de la mode africaine de la sorte, est-ce que cela ne va pas arranger beaucoup plus tous les acteurs dans ce pays et aussi participer beaucoup plus au développement de notre économie? Oui, c'est très clair que la mode occupe un rôle prépondérant dans l'essor de l'économie de certains pays, comme le Nigeria où le PIB, la mode contribue à hauteur de 10%. Et en France, la mode contribue plus que l'aéronautique et l'automobile réunie. L'aéronautique et l'automobile réunis, la mode contribue. La mode contribue plus. Donc, si on prend en compte toutes ces valeurs-là, on constate clairement que la mode est pourvoyeur de ressources et donc il faut vraiment que nos
nos autorités au niveau du gouvernement prennent conscience de ce que la mode est une entreprise, la mode c'est du business et qu'il faut promouvoir tout en sachant comment s'y prendre, tout en prenant en compte les différentes parties qui pourront permettre vraiment à ce que cela soit bien organisé pour pouvoir générer des revenus. Parce que déjà, on doit vraiment s'organiser à ce qu'on ait des saisons. Pas qu'il y ait un X ou Y qui se lève et veut bien vouloir créer un défilé de mode et faire appel à des designers, leur prendre des sous et malheureusement aussi ceux-là qui viennent regarder ces défilés-là viennent en spectateurs. Alors qu'ailleurs, la mode, ce n'est pas du spectacle, c'est du business. Le défilé de mode, ce n'est pas pour les personnes lambda, ce n'est pas pour les derniers consommateurs, parce que c'est en chaîne. À ces défilés de mode, ce sont les bailleurs qui viennent, ce sont ceux qui sont dans le merchandising, ce sont ceux-là qui viennent participer au défilé de mode, qui demandent aux designers maintenant de produire en quantité pour pouvoir vendre aux boutiques. Et en dehors de ça, c'est aussi au niveau de l'industrie du luxe, c'est-à-dire si on prend les présentateurs télé, les acteurs de cinéma, ceux-là qui consomment du luxe, c'est vraiment à ces niveaux-là que la mode profite vraiment aux acteurs. Oui, mais beaucoup ont toujours pensé que quand on organise les défilés de mode, c'est pour que les gens puissent voir les tenues et puis les acheter. Mais ce sont plutôt la cible visée, ce sont plutôt les businessmen, carrément, les bailleurs. Donc, ce sont ceux qui viennent pour dire, écoutez, ce modèle-là, je préfère investir dans ce modèle. Dans ce modèle, dans cette collection, je veux investir, je veux que vous me produisiez telle quantité et qu'on puisse vendre. Et donc, c'est vraiment là que le designer arrive à vraiment faire de gros bénéfices sur sa collection. Et en même temps, ça permet aussi aux mannequins de pouvoir être mieux payés pour la promotion, pour la communication plutôt autour de cette collection-là. Parce que c'est vraiment la communication, l'image qui permet aux designers de pouvoir vendre sa collection. Voilà. Alors, quand on parle de mode masculine au Bénin, c'est vrai qu'on a c'est pas aussi organisé comme le secteur en Europe ou dans les pays développés ou comme vous avez cité aussi le Nigeria, mais au Bénin, est-ce que vraiment les hommes, les garçons cherchent vraiment à entrer dans le mannequinat au Bénin? Oui, exactement. Il y a vraiment la jeune génération qui s'intéresse à ce milieu-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai initié un événement qui est un colloque que nous organisons pour les acteurs de la mode, où nous avons des ateliers de formation, des ateliers de réflexion, des talk-shows qui pourront vraiment permettre aux aspirants et aux professionnels d'être mieux outillés, d'être mieux informés pour pouvoir mieux s'insérer professionnellement sur le plan national et sur le plan international. Et en même temps, je dirais que par rapport à la mode masculine, on a constaté depuis près de 10 ans qu'il y a des Fashion Week qui sont organisées spécialement pour les mannequins hommes. Et on appelle ça les Menswear Fashion Week, qui sont organisées déjà par les grandes capitales de la mode. En Europe et en Afrique déjà, le Nigeria l'organise, la Côte d'Ivoire l'organise, l'Afrique du Sud l'organise. Mais au Bénin, c'est vrai qu'on a vu en temps une communication qui articulait déjà autour d'une Fashion Week qu'on allait organiser pour la mode masculine. On remarque quand même que les jeunes béninois, les jeunes hommes béninois s'intéressent vraiment à la mode, s'intéressent vraiment à l'habillement, s'intéressent vraiment au vestimentaire. Vous voyez, donc c'est un secteur à ne pas négliger. Et il faut donc rentrer dans le secteur pour rentabiliser son goût aussi, ou bien ses désirs aussi à ce métier, par rapport à ce métier-là de mannequinat au Bénin, parlant bien sûr des hommes béninois, des jeunes béninois.
Je voudrais dire, en réalité, vous avez dit que les jeunes Béninois, ils aiment, en tout cas, ils s'intéressent vraiment au secteur. Ils aiment s'habiller. Alors, le fait d'aimer s'habiller soi-même, il faut pouvoir rentabiliser cela en se donnant, en travaillant sur son physique, en se donnant vraiment les moyens pour entrer dans le mannequinat. Dans le mannequinat, oui, bien sûr, il faut se donner les moyens. Et en parlant de moyens, ce n'est pas vraiment de grands moyens. Hein. Il faut tout simplement suivre une formation adéquate, rentrer dans une agence qui pourrait vraiment bien vous promouvoir et vous mettre sur les différents défilés de mode, les différentes campagnes publicitaires, les spots télévisés. Il y a tellement de débouchés voilà. Pour le mannequin, parce qu'aujourd'hui, on sait que la communication tourne autour de l'image. Et pour l'image, il faut forcément associer une certaine identité. Voilà. Et donc, que l'identité soit masculine ou féminine, le chemin est là, quoi. Et donc, les mannequins peuvent vraiment rentabiliser, peuvent vraiment gagner. Voilà. Merci beaucoup à vous, Ronald Agbazagan. Je rappelle que vous êtes mannequin avec vous. Nous avons parlé, bien sûr, du mannequinat masculin, vraiment. Et c'est la preuve que les hommes ont aussi leur place dans ce métier et gagnent d'ailleurs même du terrain, puisque la mode masculine également est en train de gagner du terrain. Il faut profiter donc de cette demande-là sur ce marché-là et puis s'intéresser à ce métier et aussi s'affirmer dans ce domaine. Le Bénin va y gagner beaucoup. La suite du grand rendez-vous avec vous, chers téléspectateurs, c'est l'actualité sur la toile, c'est l'actu web. Amis téléspectateurs, bonsoir. Les utilisateurs ougandais des réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype et Viber paieront désormais un peu plus cher toute forme de communication, pourrait-on lire sur le blog du modérateur. Le président ougandais Yoweri Museveni a demandé au ministre des Finances d'imposer une taxe sur l'utilisation des applications. D'après le président, cette imposition permettra d'augmenter les revenus fiscaux de l'État, mais aussi de combattre le commérage qui nuit à l'image du pays. La proposition du chef de l'État est d'introduire une petite redevance journalière de 750 francs CFA sur les 4 SIM utilisés pour accéder à ces réseaux sociaux. Cette information est également relayée par le quotidien béninois La Nouvelle Tribune. Toujours sur le blog du modérateur, on pourra lire aujourd'hui une publication selon laquelle 53% des Français partagent des informations sans vérifier la source. L'information a été rendue publique suite à un sondage réalisé auprès des Français pour connaître leur perception des fake news et les moyens utilisés pour s'informer. D'après le ministère des Affaires étrangères, il ressort qu'Internet et la télévision sont au coude à coude avec 62% des Français qui clament s'informer par ces canaux. Ainsi, en France, Internet se positionne comme étant la source principale d'information pour les moins de 35 ans. Par contre, la télévision est le premier canal des ouvriers français pour s'informer. Le correspondant de la BBC à Abuja a confirmé la condamnation à mort d'un ressortissant nigérien pour avoir volé 7 bouteilles de bière et un paquet de cigarettes. La haute cour de l'État d'Ekiti, dans son jugement rendu jeudi, a reconnu l'homme coupable de vol à main armée. Selon le jugement de la haute cour de justice, le condamné sera exécuté par pendaison. La condamnation de Babatoune est diversement interprétée au Nigeria, où certains suggèrent que le gouvernement applique également la même peine aux hautes personnalités, y compris les policiers qui ont volé des millions de dollars dans les caisses de l'État. Une information à retrouver sur le site d'Ivoire Matin. Ainsi s'achève cette revue. À bientôt.
Merci Rodrigue pour la présentation de l'ActuWeb. On retrouve tout de suite la météo. C'est un rappel sur ce grand rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro du Grand Rendez-vous. On se retrouve à partir du lundi pour 5 autres numéros du Grand Rendez-vous. Bon week-end sur BB24.